Amis culturels, bonjour et merci de votre fidélité à Télé Congo, merci de votre fidélité à l'émission Cultura. Aujourd'hui, Cultura va se focaliser sur une production littéraire d'un auteur très prolixe, il faut dire aujourd'hui, dans la littérature au Congo. J'ai cité le docteur Innocent Peya, qui s'est inscrit dans une ligne directrice qui est celle des changements climatiques, qui est celle de l'élément climat, qui est celle de l'élément forêt, et qui, depuis une dizaine d'années, ne cesse de nous produire des ouvrages qui rendent compte aujourd'hui de l'élément forêt, de l'élément environnement, des changements climatiques. Aujourd'hui, beaucoup de sujets, il faut dire, beaucoup d'angles seront abordés par 3 experts sur le plateau de Cultura qui vont nous partager la densité, la profondeur, aujourd'hui l'intérêt de tous ces ouvrages, de cette grande production du docteur Innocent Peya. Je citais déjà M. Georges Claver Bozanga. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes expert RED+, et projet et marché carbone. Exact. Merci de votre présence sur le plateau. Merci aussi à Hassan Rigobert Ngelele Kwene. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le président exécutif de l'ONG Action pour l'environnement et la solidarité internationale, AESI en sigle. Exact. Merci. Maître Brice Séverin Pongui. Bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes avocat, juriste, environnementaliste et on vous voit naturellement intervenir dans ce grand cercle aujourd'hui de l'environnement et vous posez, n'est-ce pas, aujourd'hui des contributions très importantes pour parler, pour rendre compte de notre élément environnement, de notre élément forêt, et notre partage va se focaliser sur cette production littéraire de Michel Innocent Peya. Il faut dire, quelques jours après, la COP29 qui vient là également de mettre les changements climatiques, sinon c'est tous ces changements au centre. Et vous en savez mieux que moi sur les conclusions de Bakou. Alors, déjà nous avons justice climatique, engagement et balai diplomatique de Denis Sassou Nguesso pour l'équité des peuples du monde. Voilà, un ouvrage donc, de Michel Innocent Peya. Nous avons également santé climatique, urgence humanitaire, Denis Sassou Nguesso au front du rendez-vous mondial de l'OMS. Édition Tropique littéraire Paris. Nous avons 10 ans d'afforestation mondiale, une initiative écologique de Denis Sassou Nguesso au profit de l'humanité, édition L'Harmattan. Les énergies fossiles à la barre, un jugement climatique et un verdict scientifique avec ou sans appel. Et pour continuer également, nous embrayons avec Guerre climatique mondiale, une lutte cruciale sous-estimée aux éditions L'Harmattan. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, pour terminer, finance climatique de l'argent du climat au climat de l'argent. Voilà également un jeu de mots très intéressant, mais qui vaut bien, n'est-ce pas, son pesant d'or. Et avec vous, nous allons ensemble faire ce grand partage autour de cette production, autour de ces quelques ouvrages qui nous rassemblent sur, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'élément climat, et comme j'ai dit, la santé climatique, tout ceci. Et pour commencer, donc, je vais donner la parole à Georges Claver Bozanga, que j'ai présenté comme expert RED+, et projet et marché carbone. Alors, déjà, pour commencer avec vous, mon cher Georges Bozanga, quel déjà regard que vous avez sur cette production du docteur Michel Innocent Peya? Ben, déjà, vous avez dans vos mains déjà un ouvrage qui est déjà nous avons avec vous, quel titre déjà? Les énergies fossiles à la barre. Oui, déjà, c'est déjà pour saluer le docteur Innocent Peya pour tout l'effort qu'il fait pour la production des ouvrages, parce que ce qui est important, c'est communiquer et faire circuler l'information. Là, à travers ces ouvrages, il communique et fait circuler l'information pour faire connaître d'abord ses idées et ce qui se passe. Les urgences déjà les autour, urgences. voilà. Et j'ai pris le soin de lire l'ouvrage qu'il a fait sur les énergies fossiles à la barre. Un jugement climatique et un verdict scientifique avec ou sans appel. C'est un ouvrage très intéressant qui, je sais que va faire polémique
parce qu'il touche un domaine très sensible qui concerne les énergies fossiles. C'est quoi? C'est le pétrole, c'est le charbon, donc la houille noire, c'est le gaz naturel. Et vous savez que c'est des combustibles fossiles qui font aujourd'hui le bonheur des économies des pays qui produisent le pétrole, le Congo compris. Donc c'est un ouvrage intéressant dans lequel le docteur Innocent Peya a fait ressortir dans la première partie les trois combustibles qui posent problème, notamment le charbon. Ce n'est pas le charbon que nous utilisons dans nos maisons ici. Dans nos foyers, c'est oui. le charbon naturel, donc la houille noire, le gaz naturel et le pétrole. Donc il présente dans un premier temps ces trois combustibles qui font partie des énergies fossiles non renouvelables, donc qui posent des problèmes aujourd'hui en termes de changement climatique, parce que c'est des énergies qui produisent beaucoup d'énergie, qui polluent énormément la nature et qui font l'objet d'un scandale écologique démontré par beaucoup de scientifiques. Et dans la deuxième partie, il présente les dégâts que posent ces énergies fossiles. Et il balaie très bien ce chapitre-là en présentant les dégâts. Il fait ressortir dans la troisième partie les impacts de ces énergies qui ont un lien avec les changements climatiques. Et dans la quatrième partie, il prononce le verdict. C'est un verdict sans appel pour le docteur Innocent. Et il termine par, comme on dit, lever un peu ce verdict, parce que j'ai compris qu'il est dans un pays pétrolier. J'ai compris qu'il est dans un pays où le pétrole constitue la matière première de notre économie. Et il a eu raison de lever un peu c'est équivoque en fait, oui. Assez délicat. Donc, et donc là, on peut déjà apprécier l'élément avec ou sans appel. Exactement. Et dans ce qu'il a fait ressortir, il a pris, en fait, il a catégorisé les pays en deux groupes. Le groupe des pays développés, donc les pays industrialisés, et le groupe des pays en développement. Parce que lorsqu'on regarde la page 173 sur les défis et les opportunités, en ce qui concerne les pays en développement, il dit l'Afrique est confrontée, je lis ce qu'il a écrit, l'Afrique est confrontée à un double défi énergétique. Le premier défi, c'est l'utilisation des énormes potentiels que l'Afrique a. Si on prend le Congo, nous avons le pétrole, nous avons le gaz naturel, donc on ne peut pas s'en passer. Ce sont des produits qui rentrent dans notre économie. Et à la page 12, il dit que l'Afrique doit se servir de ces énormes combustibles. Il fait un procès des énergies fossiles non renouvelables, je vais terminer par là. Il fait un procès, mais ce procès a déjà été prononcé en 1992 à Rio, au Brésil. Le procès a été déjà prononcé parce qu'à Rio, les pays ont compris que les énergies fossiles non renouvelables posent un problème, mais ces énergies-là contribuent au développement, contribuent à la croissance économique. Et à Rio, en 1992, les pays ont fait un procès, le verdict est tombé. Ce verdict-là, c'est le développement durable. Il faut lier l'économie à l'environnement. Donc le verdict a été prononcé. Et dans le livre du docteur Innocent Peya, il revient un peu sur ce verdict-là qui a été prononcé en 1992 pour dire oui, nous avons des problèmes sur ces trois combustibles, mais nous devons faire la part des choses. La grande difficulté qu'il pose, c'est qu'il dissocie les pays développés aux pays en développement, mais nous sommes dans l'accord de Paris. L'accord de Paris ne fait plus le distinguo entre les pays développés et les pays en développement. Oui. L'accord de Paris prend tous les pays dans la globalité. C'est le protocole de Kyoto qui faisait le distinguo entre les pays industrialisés et les pays en développement. Parce que ceux qui avaient l'obligation de réduire leurs émissions, c'était les pays industrialisés. Et aujourd'hui, avec l'accord de Paris, tout le monde a l'obligation de réduire les émissions. Donc au point où
livre du docteur Innocent Peya, qui tombe sous la conclusion de, un peu comme d'épargner un peu légèrement les pays en développement, va peut-être soulever des polémiques avec les pays industrialisés. Merci. Voilà, c'est déjà là une ouverture qui est créée. Bon, certainement que Hassen aimerait bien intervenir peut-être embrayer dans le même sens, ou Maître Tanguy, oui. sur ce champ d'abord. Oui, merci beaucoup. L'émission, c'est culturel, c'est ça? Bien sûr. Mais la culture, c'est notre identité. Merci. Donc, ce qui, au niveau des énergies fossiles, tel que l'expert Bouzanga a dit, c'est l'actualité. C'est l'actualité. Mais il y a une autre appellation qu'on est en train de connecter, la transition énergétique. La transition énergétique. Dans certains pays, on parle maintenant de transition énergétique équitable ou juste. Parce que le problème de l'Afrique, par exemple, c'est un problème de développement. C'est un problème de développement. Nous en avons, mais qu'est-ce que nous allons faire? Donc la transition énergétique, c'est on part d'un point, on est en train d'aller vers un autre. C'est ça le problème. Et maintenant, dans cette transition, vous savez qu'au niveau de l'Afrique, on a 600 millions de citoyens qui n'ont pas accès à l'électricité. D'où il y a des énergies renouvelables et ainsi de suite. Ces pays pétroliers ont pris le courage. Il y a même un ouvrage en dehors de... D'abord, je salue comme l'expert Bouzanga a dit tout à l'heure, ce que fait le docteur Innocent Peya, on doit l'encourager. On doit l'encourager. Parce qu'il y a un caucasien qui avait dit, si vous voulez cacher quelque chose, vous mettez ça dans un livre. Donc nous devons avoir, comme l'émission c'est aussi culturelle, nous devons avoir la culture de la lecture afin de puiser. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances, faute de connaissances. Donc nous devons lire, relire et continuer à fouiller parce que c'est la transition. Le fossile n'est pas une mauvaise chose, excusez-moi. Parce qu'on a vu, ceux qui se disent des pays développés aujourd'hui, ils sont passés par là. Nous avons ce produit. C'est le numéro 1 chez nous. Donc on est dans la transition, moi je préfère être droit, c'est la transition énergétique. Les gens sont en train d'avancer, nous voyons maintenant des projets dans ce sens, des compensations à travers des activités concernant dans le domaine de la forestation et de reboisement, ainsi de suite, les énergies durables, par exemple, je prends par exemple le cookstove, ce qu'on appelle des foyers améliorés, ainsi de suite. Donc je pense qu'on doit le saluer, on doit l'encourager dans ce qu'il est en train de faire. Je pense qu'on a de la matière. Voilà. Hassen, Séverin Ngelele, tout à l'heure, m'avait fait une confidence avant l'entame de notre émission, où pour avoir lu certains de ses ouvrages, n'est-ce pas, cette production, m'avait dit, je vais apprendre beaucoup de choses là déjà. Et donc, pour arrimer à ce que vous venez de dire, qu'il y a des choses qui sont dans les ouvrages, qui sont dans les livres, mais dont on n'arrive pas à s'imprégner, à pénétrer, tout simplement parce qu'on n'a pas cette culture de lecture. Oui, en fait, peut-être c'est une déformation au niveau... Vous savez, nous sommes des Bantous. Chez nous, c'était l'oralité. Voilà, l'oralité. Mais on se rend compte quand même... de l'oralité, oui. Mais maintenant, on est dans le temps moderne. On doit saisir les opportunités. Je vous dis que c'est en lisant qu'on découvre beaucoup de choses. Moi, je vous ai parlé, on a échangé, j'ai un ami, son oncle paternel est décédé, personne homme avant, il avait... comment ça s'appelle, de l'argent, la richesse physique, mais il y avait le livre. À certains, il a donné de l'argent, il a dit ça c'est pour vous. Et lui, il lui tend le livre. C'est avec le recul de temps, lui s'est dit mais pourquoi? Il dit tu vas découvrir. Mais ce qu'il a découvert là-dedans, c'est intarissable. C'est tout un océan. Il est en train de découvrir et aujourd'hui, je vous dis que c'est... Il a un nom qui est en train de parler, mais qui n'a pas fait encore le chemin. Dans la danse, par exemple, il y a des choses qu'il est en train de traduire. Et lui-même m'a dit, mais c'est à travers le livre. C'est comme ce que disent nos frères asiatiques entre le poisson et la canne à pêche.
Qu'est-ce que vous choisissez? Et ça, il en a. Il entend au fur et à mesure de découvrir et traduire ça dans les faits. Donc nous puisons, nous traduisons dans les faits. Donc c'est toute une richesse qui est là, qui est intarissable. Merci. Merci beaucoup. Maître Pongui. Dans le même sens, merci M. Sauve, dans le même sens que mes prédécesseurs, je voudrais effectivement compléter en disant que je ne veux pas faire l'éloge du fanatisme d'un auteur, mais il s'agit des sujets d'actualité, des sujets d'actualité, des sujets qui concernent notre avenir, notre devenir. Et je pense que l'invitation à faire sur ce plateau à tous les Congolais, c'est de s'écarter des préjugés et de venir découvrir ce qui est écrit dans ces ouvrages. Ce sont des questions profondes. Tout à l'heure, on reviendra sur l'ouvrage, par exemple, relatif aux finances climatiques. Oui. L'auteur aborde des questions parfois négligées, mais qui sont prises au sérieux dans d'autres pays. Donc des approches de solutions que nous pouvons essayer et qui peuvent marcher. Et donc, nous ne pouvons que l'encourager d'aller dans ce sens et encourager surtout le public à exploiter ces ouvrages et peut-être au-delà de l'émission Cultura, organiser des réunions publiques au cours desquelles il y aura des discussions pour comprendre, pour débattre des idées qui sont effectivement développées dans ces différents ouvrages. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade. Voilà. Mais puisque nous y sommes, cher maître Brice Séverin Pongui, vous avez eu l'opportunité de parcourir les finances climatiques. Quel rendu, quel ressenti aujourd'hui, quel est l'intérêt, n'est-ce pas, que vous avez trouvé aujourd'hui dans la profondeur de la densité de cette production? Effectivement, ouvrage intéressant. J'ai été agréablement surpris de découvrir ce travail fait par l'auteur, à la fois ses idées personnelles, mais aussi la compilation de toutes les idées qui sont aujourd'hui débattues au niveau international sur cette question qui devient, comme on dit, le noyau central des débats, puisque quand vous suivez les discours des politiques et autres, on revient sur cette question des finances climatiques. Et c'est l'occasion effectivement de dire que les idées qui sont développées sont d'actualité. Et quand je parle de l'actualité, je fais allusion à la dernière conférence des partis qui s'est tenue à Bakou, au cours de laquelle la question climatique a été abordée sous divers angles. Je prends exemple la question du financement que nous attendons des pays développés. Et lors de cette COP, il a été décidé, il y a une décision importante qui dit par exemple que d'ici 2035, nous devons recevoir environ 300 milliards de dollars par an, d'ici 2035. Mais la question qui se pose, c'est comment se préparer à tirer profit. Comment le Congo peut se préparer à tirer profit de ces 300 milliards promis pour ne pas, comme dit l'auteur, tomber dans le piège du déshabiller Paul pour réhabiller Pierre, c'est-à-dire l'aide publique au développement qui ne doit pas être confondue à la crise climatique. Et l'auteur, dans les différents chapitres qu'il développe, particulièrement dans ces différents morceaux, choisit deux morceaux intéressants dans cet ouvrage. Il y a des chapitres, par exemple, sur la préparation à la finance climatique, parce qu'il faut s'y préparer. Et l'auteur développe un certain nombre d'approches, comment les pays peuvent se préparer à recevoir ces financements, à capter ces financements au niveau des guichets, parce qu'il y a cette complexité
des moyens d'accès à ces différents financements. Et l'auteur nous montre comment on devrait s'y préparer. Et il y a un autre morceau que je choisis dans cet ouvrage, c'est lorsqu'il parle, il consacre tout un chapitre au rôle du ministère des Finances. Le ministère des Finances qui est aujourd'hui, de mon point de vue, hein, je suis sur le point de vue d'un observateur, le ministère des Finances n'est pas proactif, par exemple en termes de finances climatiques. Mais l'auteur nous montre que le ministère des Finances, le ministère de l'économie et même du budget, ces ministères-là doivent être au premier plan, au front, pour pouvoir affronter cette question des finances climatiques. Et l'auteur fait bien, nous sommes en mai 2024 lorsqu'il publie cet ouvrage, donc l'auteur fait bien de nous dire que le pays dispose d'un levier très important, donc son ministère des Finances, et ce ministère doit véritablement s'impliquer pour être présent dans les différentes réunions, que ce soit avant, pendant ou après les COP, afin de pouvoir jouer son rôle et ne pas laisser les seuls ministères de l'environnement et de l'économie forestière s'occuper de cette question climatique qui est très complexe. Il ne faut pas aussi que ce ministère soit seulement appelé à venir signer lorsqu'il faut signer des accords de financement avec les partenaires techniques et financiers. Mais ce ministère doit effectivement utiliser toutes ses ressources pour pouvoir accompagner le pays dans cette question de la finance climatique. Donc voilà un peu à ce stade ce que je peux dire de cet ouvrage intéressant. Ouais. Et certainement c'est des extraits qui peuvent également nous... Absolument, absolument. Je disais tout à l'heure qu'il y a un chapitre intéressant auquel je faisais allusion. Je peux vous citer un exemple, ce que je disais. L'auteur dit ceci à propos donc, du renforcement du rôle des ministères des Finances dans le pilotage des actions en faveur du climat. Il dit que les ministères des Finances disposent de leviers puissants qu'ils peuvent utiliser pour accélérer les mesures en faveur du climat nécessaires pour atteindre les objectifs définis par l'accord de Paris et favoriser un développement et une croissance durable, inclusif et résilient. Cependant, et ça c'est intéressant, c'est ce qui attire mon attention, le plein potentiel de ces leviers n'est aujourd'hui pas encore utilisé. Et ça, c'est une évidence, c'est mon point de vue. Je dis une fois de plus, quand je regarde par exemple la configuration de notre ministère des Finances, rien que le cabinet du ministre des Finances, sauf si je me trompe, la question de la finance climatique n'apparaît pas. Il manque ce département, ce technicien qui suit de près ces questions, doit analyser toutes ces questions, toutes ces questions et conseiller le ministre. Et les stratégies également. Parce que nous sommes, et ça c'est quelque chose qu'il faut déjà saluer pour le Congo, le Congo est membre de la coalition des ministères des Finances sur l'action climatique. Nous sommes membres. Parmi les 96 pays, nous sommes membres. Et c'est un privilège. Mais encore qu'il faut arrêter de subir, mais plutôt d'être proactif. Et je crois que c'est ce que l'auteur fait bien de rappeler en parlant du renforcement du rôle des ministères des Finances. Et ça, c'est très intéressant. Et si nous voulons mieux saisir les opportunités qui nous sont offertes, il nous faut renforcer le rôle de ce ministère. Et une autre question en lien avec l'actualité, le chef de l'État venait à Bakou de rappeler une initiative qu'il a d'ailleurs, sur laquelle il est revenu lors de son dernier discours sur l'état de la nation, sur la place du capital naturel dans le calcul du produit intérieur brut du pays, de nos pays. Et vous savez bien que le ministère des Finances a bien, et de l'économie bien entendu, a bien son rôle à jouer dans la déclinaison de cette initiative afin que le pays tire profit de tous ces engagements pour lesquels le chef de l'État se présente comme un champion sur la planète. Voilà. Alors il faut dire également que tout ceci nous emmène aussi à parler de la santé climatique, l'urgence humanitaire qu'il y a, la justice climatique, c'est également des questions que mon frère Arsène Rigobert-Ngelele aborde beaucoup et qui l'ont beaucoup intéressé. Et c'est des ouvrages également que vous avez parcourus. Puisque nous avons même, je me souviens, c'était le 2 décembre, c'était à la COP28 à Dubaï. Il y a eu tout un programme sur santé et climat.
santé et climat. On est exposé, l'être humain. L'être humain est exposé. Des effets des changements climatiques, nous connaissons de tout ce qu'est les dégâts. Cette colonne vertébrale des dégâts qu'il peut en avoir, mais l'être humain est où? C'est aussi l'acteur principal. C'est vrai que les questions climatiques, il y a le côté naturel, mais il y a le côté anthropique. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Où on demande aux citoyens ou des grandes puissances de changer le logiciel mental, de l'adapter. On est très fragile. Alors, sur les questions de santé, je lis là-bas, c'est, excusez-moi, l'urgence humanitaire. Voilà. Denis Sassou Nguesso, déjà, il y a un surtitre déjà qui met et santé le combat du président. Urgence humanitaire Denis Sassou Nguesso, au fond du rendez-vous mondial de l'OMS. Alors, quand je vois ça, ça me fait penser directement à la 74e session qu'il y a eu à Brazzaville du 26 au 30 août 2024. Et à l'occasion de cette session aussi, la période où il y a eu l'élection d'un nouveau directeur général de l'OMS Afrique, père son homme qui venait de rendre l'âme, ça ne fait pas longtemps. Et vous savez bien que le Congo, on a cette opportunité d'abriter le siège de l'OMS Afrique. Donc, où les questions de santé doivent être vues avec beaucoup d'attention. Et quand je lis ce que notre très cher frère Innocent Peya, il a mis concernant le changement climatique menace de compromettre les progrès en matière de santé mondiale, y compris la réalisation de la couverture sanitaire universelle. Vous savez bien que pour atteindre la couverture sanitaire universelle, il faut le wash, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, qui sont au cœur. Et vous trouvez le wash fit qui est au niveau des, comment ça s'appelle, des établissements de soins, qui a 5 domaines: l'eau, l'hygiène, l'assainissement, gestion des déchets, le nettoyage de l'environnement. Alors si nous ne faisons pas face à ça, nous courons le risque. Mais côté l'humanité, vous savez bien qu'on parle de réfugiés climatiques. On parle de déplacés climatiques. Donc, cette question, cet ouvrage-là, tout ce qu'il a évoqué, les maladies hydriques, par exemple, des zoonoses. Vous savez que nous parlons de One Health, une seule santé. Santé humaine, santé environnementale, santé animale. Mais on nous parle maintenant de santé climatique. Oui, parce que dans le volet climat, nous avons l'aspect des déchets aussi, la pollution. La pollution de l'air, oui, bien sûr. Voilà. La pollution de l'environnement. Voilà. Et oui. tout ce qui est des déchets, ainsi de suite. Donc il y a un lien. Il y a des maladies hydriques. Nous avons, par exemple, au niveau des, comment ce qu'on appelle, là, il a su le dire, les dégâts que nous pouvons constater dans le domaine, le volet, la crise alimentaire, les infrastructures, l'électricité, ainsi de suite. On nous parle de Covid, mais on était en plein. On a vu comment le monde a bougé. Comment le monde a bougé. Donc c'est des choses qu'il a évoquées dans cet ouvrage. Je pense que nous devons prendre avec beaucoup de sérieux et ne pas évaluer même. Parce qu'aujourd'hui, il parle de entre 2030 et 2050, le changement climatique devait provoquer 250 000 décès supplémentaires par an. Nous savons les dégâts que le paludisme cause, qui tue plus que le sida. Chaque seconde, peut-être les gens ne font pas attention, mais l'Afrique est exposée. Sous le réchauffement, l'effet de réchauffement climatique, les larves de moustiques augmentent. Ça ne fait pas quelques jours, j'ai lu un ouvrage aussi, un ami qui a dit le procès Ngungi. Donc le moustique, qui est l'anophèle femelle, qui porte plainte aux citoyens. Il dit, mais c'est vous qui m'invitez. Parce que notre environnement n'est pas sain. Et lorsque les moustiques viennent nous chanter aux oreilles, ben écoute, on utilise comment ce qu'on appelle les insecticides ou autres. Donc nous devons prendre, c'est quelque chose où vraiment je convie tout le monde de prendre à cœur. Tout le monde est là-dedans. Surtout l'Afrique est plus exposée avec tout ce qui est, comme j'ai dit, ce chapelet des maladies qui est autour du climat. Donc il y a, comment ce qu'on appelle, je peux citer aussi le choléra.
qui fait partie des maladies d'origine hydrique. Donc nous sommes couverts des eaux. C'est quelque chose qui est très capital. Donc le volet humanitaire, nous connaissons... Sur titre qui m'intéresse, je vais donner la parole à l'expert Buzanga. C'est ce titre qui nous intéresse, Denis Sassou Nguesso au fond du rendez-vous mondial de l'OMS. Voilà, certainement là également quelque chose qui... l'expert Buzanga. Oui, c'est important parce que déjà lorsque on prend l'accord de Paris met l'accent sur l'atténuation, mais aussi sur l'adaptation. Donc toutes ces questions santé rentrent dans le volet adaptation. Et tout à l'heure, le maître Pongui parlait de la question finance. L'accord de Paris met l'accent aussi sur le financement. L'accord de Paris met l'accent sur le renforcement des capacités, sur le transfert des technologies. Et le Congo a adhéré à l'accord de Paris. Le Congo a une loi qui a approuvé l'accord de Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons prendre conscience de toutes les interpellations que nous avons. Là, le docteur Innocent interpelle non seulement la communauté nationale, mais aussi la communauté internationale. Bien sûr. Mais au niveau national, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons des opportunités. Prenons le Ponard. 1 million d'hectares de forêt. Vous savez ce que ça représente au plan marché carbone? C'est énormément d'argent. Énormément d'argent. Nous avons fait des calculs. Je ne veux pas faire peur aux téléspectateurs sur les chiffres que nous avons trouvés, mais c'est énorme. Mais partagez-nous ces chiffres, l'expert Buzanga. Oui, les chiffres. C'est aussi ça la communication. Voilà, c'est aussi ça communiquer, n'est-ce pas? L'information. Prenons 1 million d'hectares de forêt. Oui. Pour être tout simple, puisqu'on veut faire un peu, comme on dit, la pédagogie, si 1 hectare de forêt naturelle, de forêt plantée, vous donne en termes de tonnes carbone, prenons entre 60 et 120 tonnes carbone à l'hectare. Donc, si on prend 100 tonnes carbone à l'hectare, vous multipliez 100 tonnes carbone à l'hectare par le million d'hectares de forêt plantées. On n'a pas encore atteint cet objectif, mais on devait l'atteindre pour aller vers cette opportunité. Donc en multipliant 100 tonnes carbone à l'hectare par 1 million, nous avons pratiquement plus de 100 millions de stocks de carbone. Et lorsque vous convertissez ce stock de carbone en équivalent dioxyde de carbone, en multipliant par 3,67, vous avez un potentiel de crédit carbone qui est important. Vous voyez, ce potentiel de crédit carbone, si vous vendez la tonne équivalent carbone ne fût-ce qu'à $10, vous voyez ce que ça représente. Donc le Congo cherche l'argent. Le président de la République l'a dit. Quelles sont les niches financières que nous recherchons? Le Ponard, déjà, c'est une niche financière. 1 million d'hectares, on devait avoir plus de 2 millions de dollars américains en le convertissant en CFA. Vous voyez ce que ça représente comme masse financière. Donc là, c'est la finance. Prenons ce que les pétroliers sont en train de faire au niveau des prix de carbone. Bon, c'est important, moi je trouve que ce n'est pas encore important. Lorsque Total prend 50 000 hectares, ça représente quoi du tout? On devait demander à ces pétroliers qui produisent énormément de pétrole, qui tirent énormément des revenus pétroliers chez nous, de prendre le million d'hectares, de prendre les 700 000 hectares de Ponard qui sont réservés au secteur privé. Est-ce que le million d'hectares de Ponard, c'est 700 000 pour le secteur privé, 100 000 pour le SNR et 200 000 pour le privé. Donc, vous voyez, là, c'est le côté finance carbone. Mais nous avons aussi d'autres partenaires, d'autres promoteurs de projets carbone qui sollicitent, qui sont à la porte du Congo pour solliciter la mise en œuvre des projets carbone. Et l'article 6.4 de l'accord de Paris donne l'opportunité au Congo d'aller vers le marché carbone. Mais nous avons aussi le marché souverain sur lequel nous insistons beaucoup au niveau du Congo. L'article 6.2 qui a été adopté à Bakou nous donne la possibilité de rentrer dans ce marché souverain, donc de négocier directement avec les pays et échanger en matière de crédit carbone. Et là, le docteur Innocent Peya interpelle non seulement le ministère des Finances, mais aussi le ministère des Affaires étrangères. Parce que dans le cadre de l'article 6.2, où les pays doivent coopérer, qui sera en tête, en fait, c'est le ministère des Affaires étrangères, appuyé par le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge des forêts, les autres ministères. Donc là, on a tout un potentiel en ce qui concerne
l'adaptation, nous avons aussi tout un potentiel à tirer. Donc là, on n'a que, comme proposait le maître Pongui, il faut qu'on organise au niveau national des sessions entre experts pour capitaliser tout ce que nous avons comme potentiel pour faire en sorte que nous puissions tirer parti des accords que nous signons. Merci. Ouais. Et donc, comme je disais tout à l'heure, le surtitre de cet ouvrage, Santé climatique, urgence humanitaire, Denis Sassou Nguesso au front du rendez-vous mondial de l'OMS. Ce surtitre m'intéresse beaucoup parce qu'il faut, tout à l'heure, quand je mentionnais que la ligne directrice de l'auteur Michel Innocent Peya était claire et nette. Lorsqu'il parle de combat pour l'environnement, le changement climatique et tout, on le sait tous, c'est des combats, n'est-ce pas, du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, et dont il rend compte qu'il essaie de répercuter cet écho qui finalement nous donne tous les éléments que vous êtes en train de nous verser sur ce plateau. Alors, pour revenir tout à l'heure avec notre ami Arsène Rigobert Ngelele, vous avez eu aussi cette latitude d'aborder finalement la justice climatique. Et avant d'arriver aux 10 ans de l'afforestation mondiale. Là également, il faut dire, il y a quelque chose il y a une grande acuité qui est là également sur ces questions. Quel partage, quel ressenti, Arsène? Moi, quand je vois les ouvrages, je ne peux pas imaginer quelle est la joie que je reçois. Donc, ce qu'il a mis là-dedans, c'est de l'argent. C'est les idées qui donnent l'argent. Donc, en prenant chaque ouvrage, on peut tirer profit du point de vue économique. Mais tout est autour du climat, santé, climat, wash, climat, ainsi de climat. Mais cette justice-là n'est que fondée. Ouais. Et ce qui va m'intéresser, Arsène, également, il faut mettre un point sur ça, justice climatique, engagement et balai diplomatique. Je pense que c'est assez important de souligner ce surtitre également. Balai diplomatique de Denis Sassou Nguesso pour l'équipe des peuples du monde. À ce moment, quelle est d'abord la lecture, quelle est l'acception, quel est l'entendement qu'on doit avoir de justice climatique et pour arriver finalement, pour mieux apprécier ce balai climatique. Ou ces balais climatiques. Attendez, peut-être pour votre information, il fut le porte-parole des changements climatiques pour l'Afrique. Donc, les idées, la vision, on est en train de traduire ça dans les faits. Est-ce que vous voyez? Mais balai diplomatique, c'est tout à fait normal. Nous avons comment est-ce qu'on appelle, le ministère des Affaires étrangères qui s'attache au niveau des accords et ainsi de suite. Mais nous avons le ministère de la coopération internationale, et du partenariat public-privé. Ça, c'est la diplomatie économique. Mais vous devez faire connaître votre produit. C'est ce que je dis toujours. Nous avons le savoir, le savoir-faire, mais le faire savoir est comment? Ce que nous sommes en train de faire ensemble aujourd'hui, là, c'est faire savoir. Si on ne sait pas, comment on peut s'approcher? Donc c'est tout à fait fondé. Et c'est quelque chose, je vous dis aussi, en fait, on est un pays béni. Nous abritons maintenant le siège de la commission climat du bassin du Congo, où notre ministre de l'Environnement est secrétaire exécutif. C'est ici à Brazzaville. D'ici peu, il y a la maison de, comment on appelle, radio et télévision du bassin du Congo. La communication est là. Les décisions sont là. Donc, nous allons utiliser nos langues. Mais n'oublions pas que le Congo, en prenant nos idées, nos visions maîtres, est allé sur la place publique. Alors, ça a dépassé notre frontière. Ça couvre au niveau mondial maintenant. Nous sommes au niveau de l'Afrique sur la justice climatique, mais c'est un élément de l'adaptation. Ceux qui font des efforts, on doit les compenser, ainsi de suite. Et comme nous allons vers les 10 années de la forestation et reboisement, mais il y a l'expert Bouzanga qui parlait du PRONAR, le programme national de la forestation et de reboisement, 2011 qu'on a lancé, 1 million. Mais nous sommes, on a organisé la CIAR,
la conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Mais moi, je réclame l'économie d'afforestation et de reboisement. Parce que lorsque nous voyons même aux côtés des arbres et autres, il y a la diplomatie de l'économie verte. La diplomatie. Donc on trouve la diplomatie, comment ça s'appelle, climatique, c'est tout à fait fondé. C'est celui qui a l'onction, celui qui a la vision, il doit aller faire comprendre aux autres. Et moi, je ne vais pas trop demander à notre très cher frère, le docteur Innocent Peya, ben, on dit un peuple qui ne consomme pas ce qu'il produit n'est pas un peuple libre. Ça part d'ici. Nous avons nos langues. Donc nous devons nous approprier. Nous devons d'abord nous approprier. Et à chaque citoyen qui vit aussi au Congo, dès qu'on va poser la question, c'est capable de dire oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Que ce soit dans nos langues, ainsi de suite. Ça, c'est le français, c'est bien beau. Mais l'ingala, monukutuba, ainsi de suite. Mais puisque ça prend d'autres caractères, ça sera en anglais, ainsi de suite. Mais nous devons nous approprier. Parce que c'est nous qui devons montrer l'exemple. Donc la justice climatique, nous réclamons ça au jour le jour. S'il vous plaît, au jour le jour. Oui. Parce que... et dans cet ouvrage, Arsène Rigobert Ngelele, qu'est-ce qui vous aurait marqué davantage et peut-être aussi nous en proposer un extrait dans la mesure du possible? Oui, ben, merci beaucoup. Il y a eu le volet là où le président de la République réclame le respect et la valorisation des systèmes de connaissances locaux et autochtones nécessiteront le recours à un nouveau paradigme. Et il y a une partie que j'ai bien regardée ici, où le président, il souhaite toujours que tous ceux qui font des efforts puissent avoir des compensations, des récompenses, si je peux le dire. Tout est dit ici. Maintenant, comment faire de telle sorte que nous puissions traduire ça dans les faits? Le bénéfice de ça, cette diplomatie climatique, cette justice-là qu'on réclame. Lui, il a parlé de la justice, mais je vous dirais qu'il n'y a pas de justice sans paix. Je pourrais aussi foncer le clou pour dire, mais si à côté de la justice, il y a la paix. Donc on a besoin de la paix climatique parce que nous, les êtres humains, on est exposés. Est-ce que vous voyez? Donc, en parcourant cet ouvrage, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a le volet où le président et notre très cher frère, le docteur, il a essayé d'évoquer. Je pense que je vais, avec tout le temps que nous puissions faire avancer, je vais retrouver le passage. Parfait. Et puis nous pourrons bien, sans déformer. Voilà, rendre l'extrait, Voilà. n'est-ce pas, intégral, voilà, en le Merci lisant. beaucoup. Merci beaucoup Arsène Rigobert Ngelele. Amis culturels, là, nous sommes là donc dans le regard, n'est-ce pas, que nous portons, que portent trois experts qui interviennent sur les éléments climatiques, sur l'environnement aujourd'hui, trois experts de l'environnement qui essaient de nous présenter cette production, cette grande production littéraire qui est celle donc, de Michel Innocent Peya sur aujourd'hui l'élément terre, il faut dire. Maître Brice Pongué, vous avez également eu cette altitude de parcourir guerre climatique mondiale, une lutte cruciale. Quel est le ressenti là également et qu'est-ce que nous pouvons retenir fondamentalement de cet ouvrage? Oui, Monsieur Sauve, merci encore pour cette opportunité de commenter l'ouvrage intitulé Guerre climatique mondiale, une lutte cruciale sous-estimée. Effectivement, la particularité de cette question environnementale, pour ne pas revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les questions des énergies fossiles, pourquoi l'auteur essaie de parler de nuances, mais c'est parce que nous n'avons pas les mêmes responsabilités que les pays industrialisés ou précisément les pays développés. Donc pour revenir à cet ouvrage, l'auteur prend une illustration assez particulière. Il compare la guerre climatique mondiale à la guerre conventionnelle. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous suivons tous l'actualité, nous essayons de comparer les chiffres qui sont prononcés, par exemple, dans l'aide militaire accordée à l'Ukraine par les pays membres de l'OTAN et
les chiffres, sinon les montants accordés pour la lutte contre le changement climatique. Et vous voyez qu'il y a une disparité alors très importante. Et l'auteur a été précurseur en nous montrant, chiffres à l'appui, comment cette guerre climatique est sous-estimée. En faisant une comparaison très simple des coûts de la guerre militaire conventionnelle par rapport à la guerre climatique. Et je vous assure que les chiffres font froid au dos. Je vous prends un exemple. Il nous présente un tableau de comparaison de dépenses relatives aux deux types de guerres. Où il dit, par exemple, pour la guerre militaire conventionnelle, entre l'année 2021 et 2022, il y a eu 2113 milliards de dollars américains pour les armées. Dépensés, 2113 milliards. Mais quand on revient pour les dépenses de climat qui sont de la charge des États dits pollueurs, c'est 100 milliards de dollars pour 2020. Et de promesses, encore qu'il y a un débat sur l'effectivité de ces 100 milliards qui ont été pourvus, puisqu'on parle d'un objectif atteint désormais. Et je disais tout à l'heure que pour l'horizon 2035, on est passé de 100 milliards par année, on passe maintenant à 300 milliards. Mais là encore, la disparité, elle est nette. Donc, l'auteur fustige l'hypocrisie des États et interpelle sur la nécessité de prendre conscience de cette guerre qui n'épargne personne. Même les pays dits développés ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, nous subissons tous, que ce soit au nord, que ce soit au sud, nous subissons tous les inondations. Les bombes balistiques ne sont pas subies par tout le monde. Mais par contre, les inondations sont subies par tout le monde. Et l'auteur parle des ouragans. Les missiles de l'autre côté de la guerre conventionnelle ne sont pas subis par tout le monde, mais par contre, les ouragans font des victimes. Et l'auteur donne des exemples concrets en montrant les dégâts que cause la guerre climatique conventionnelle, d'après lui, donc, qui est ici montrée par les inondations, les ouragans, les sécheresses, les îlots de chaleur, les incendies ou feux de forêt. Et de l'autre côté, les missiles balistiques, les missiles de l'aviation, les obus de chars de combat, les bombes d'artillerie et les mines. Donc c'est vraiment un appel à la prise de conscience. Je sais que c'est peut-être pas un vœu pieux, mais l'intérêt pour l'auteur et pour tout le monde, c'est toujours rappelé, parce qu'à un moment donné, il faut que les uns et les autres arrêtent l'hypocrisie pour pouvoir faire face à ce qui n'est pas une personne aujourd'hui, donc le changement climatique. Donc voilà un peu ce que je retiens. Ce ressenti, c'est très bien partagé. Merci beaucoup. Arsène, je vois que Arsène veut bien. Merci beaucoup. Je me retrouve à la page 16 sur la justice climatique de Dr Innocent Peya, engagement et balai diplomatique de l'organisation des Nations pour l'équité des peuples du monde. Alors, la notion de justice prônée par le président Denis Nguesso dans les négociations internationales sur le climat. Il nous dit ceci: la justice climatique est une notion qui insiste sur le fait que les pays et les peuples qui ont le moins contribué historiquement au changement climatique sont ceux qui en subissent le plus les impacts et ont moins la possibilité de s'en protéger ou de s'y adapter. Voilà ce qu'il dit par rapport à cette justice. Quand il y a la guerre en tant que guerre, avec les armes lourdes, il y a des réfugiés de guerre, de conflits. Mais le changement climatique, c'est une guerre. D'où nous avons des réfugiés climatiques, nous avons des déplacés climatiques. Nous sommes en train de vivre ici, ça fait même pas... On est dans la semaine, avec des fortes pluies ici. Il y a des inondations, il y a eu même des décès. Donc le pays, le Congo n'est pas à l'abri, on est exposé. Voilà. Merci beaucoup Arsène Rigobert. Voilà, là nous allons chuter sur les 10 années d'afforestation mondiale, une initiative écologique de Denis Sassou Nguesso au profit de l'humanité, un ouvrage paru aux éditions L'Harmattan. Alors également là, je vous sais très pertinent, Arsène Rigobert Ngelele, sur les questions de d'afforestation. Également, je vois déjà l'expert Bouzanga en train de sourire. Et également,
autant pour Maître Pongui, et nous allons chuter par là. J'aimerais avoir le ressenti de chacun de vous, recueillir le ressenti de chacun de vous sur ces 10 années et essayer peut-être de tracer, n'est-ce pas, ces 10 ans, nous partons d'où et quelle est l'ouverture que crée finalement l'auteur Michel Innocent Peya. Voilà, pour parachuter, l'expert Ouzanga. Oui, je crois que là, c'est déjà l'appel que le président a lancé déjà dans son message au niveau de la COP, des COP. Et tout dernièrement, lors de la conférence sur la forestation, il interpelle la communauté internationale pour que la décennie mondiale de la forestation et du reboisement soit instituée. Et c'est une interpellation. Je pense que c'est l'occasion pour les entités nationales, les ministères en charge des forêts, en charge de l'environnement, en charge des finances, en charge des affaires étrangères, en charge de la coopération, que ces ministères-là, y compris la société civile et le secteur privé, doivent se mouvoir de manière à ce que cette décision-là soit actée au niveau international. Mais en attendant que la décision soit actée au niveau international, au niveau des Nations Unies, la décision est déjà actée au niveau de l'Union africaine. Donc l'Afrique peut déjà saisir cette disposition pour la mettre en œuvre. Si on laisse l'Afrique, on vient au Congo, cette décision est déjà actée au niveau national à travers le PRONAR. Donc il faudrait que les entités compétentes en la matière, ceux qui ont la charge des finances, ceux qui ont la charge de la technique et la société civile et le secteur privé se mettent ensemble de manière à ce que cette décision trouve sa réalisation au niveau national. Et ensuite, on va aller au niveau africain pour démontrer au niveau des Nations Unies que c'est une décision importante, parce que c'est vraiment la solution. La solution pour la lutte contre les changements climatiques, c'est la forêt, c'est la forestation. Parce que c'est la forêt qui vient atténuer. C'est la forêt qui atténue. Donc si on laisse le volet atténuation, si on perd cette disposition de la décennie mondiale, on aura manqué à la guerre contre les changements climatiques. Donc l'arme la plus efficace de la guerre contre les changements climatiques, c'est la forêt, avec sa capacité de séquestrer le carbone, avec sa capacité d'absorber les gaz à effet de serre. Voilà. Arsène Rigobert. Oui. Merci beaucoup. Je pense que... Et là, il faut aussi mentionner que vous avez vraiment pénétré l'ouvrage. Mais oui. Mais on vit avec. La preuve en est, pour votre information, nous avons lancé, c'est en 2011, pendant le premier sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde, l'initiative des 3 volontaires pour le reboisement, un homme, une femme et un enfant. Il y a le PNUD, la FAO, le secteur privé, le SNE, le Service national de reboisement, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose, nous vivons ça au quotidien. Vous voyez que dans nos activités, on implique les enfants. On implique les enfants. C'est très capital. Si vous avez bien suivi les médias, c'est cette semaine où Madame la ministre en charge de l'Environnement a eu de contact avec l'UNICEF, avec le Parlement des enfants. Oui. Et quand je parle des enfants, nous avons le volet où j'insiste souvent, s'il vous plaît. L'éducation et la formation sont des infrastructures de base. Les questions de l'environnement, on doit mettre ça à la disposition des enfants. Donc, ça doit devenir un réflexe écologique au quotidien. Nous avons, l'Esprit Bouzanga a parlé de l'importance de la forestation. Il a parlé du PRONAR. Mais, à côté du PRONAR, donc, nous avons la loi sur le planting des arbres. Et comme j'avais dit, la journée nationale de l'arbre, merci beaucoup. Donc comme on avait dit, ce n'était pas seulement le 6 novembre. Jusqu'au moment où nous parlons là, même étant ici, s'il y avait des arbres, on devait planter. On a vu certaines entreprises privées s'embarquer, le secteur public. Et Kozamba, Bakas, et ainsi de suite. Donc, si nous comprenons l'importance de l'arbre et la guerre que nous menons, donc la forestation et le reboisement devaient être au cœur. La chance que nous avons au niveau du Congo, parce que nous bénéficions de 2. Le Congo a adhéré à 2 initiatives sur la forestation et le reboisement et
Affaires 100, qui est sur la, comment ce qu'on appelle, la restauration des écosystèmes forestiers dans les paysages, Affaires 100 de l'Union africaine. Et je pense que ce côté-là aussi, n'oublions pas qu'on est en Afrique, nous avons l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc il y a tout un programme aussi au niveau Affaires 100 qui nous donne des opportunités pour la restauration des écosystèmes, qui est très capital. Merci. Et puis, excusez-moi, Oui. je suis en train de marteler, mais notre SIAR ne s'arrête pas seulement sur le carbone, excusez-moi, ça va au-delà du carbone. Il faut que nous comprenions. Il y a des industries qui peuvent, petites et moyennes industries, qui peuvent s'installer, comme j'avais expliqué, création des emplois. J'ai expliqué, par exemple, là où nous avons l'agroforesterie, on peut mettre le manioc ou le maïs. J'ai expliqué. Il y a des farines comment ça s'appelle, de manioc, l'amidon, l'alcool que nous au niveau médical. Et lorsque nous avons les types d'essence des acacias, il y a la production du miel. Nous pouvons avoir des industries de miel. Le maïs. Donc, à travers le maïs, n'oublions pas, lorsque nous sommes en train de parler de la forestation et le reboisement, nous avons le côté des énergies durables. Je prends l'exemple avec les foyers améliorés. Parce que, pour rentrer dans le sujet, rejoindre encore ce que nous avons dit, le lien avec la santé. Vous savez que nos mamans utilisent comment ce qu'on appelle, les foyers améliorés traditionnels. La fumée, ça provoque des maladies pulmonaires. Ça peut provoquer la cécité. Alors, est-ce que le péché d'avoir cherché à préparer soit les beignets ou cueillir des aliments, qu'on tombe dans le piège? Donc tout ça là, c'est toute une industrie que nous pouvons bien saisir, cette opportunité. Donc pour nous, cette initiative, d'où notre très cher docteur Innocent Peya a planté carrément la vision du chef de l'État, nous devons nous approprier, parce que sinon demain, nous allons regretter, parce qu'il y a tout, et le côté social, et le côté économique, et le côté environnement, nous avons beaucoup à gagner qu'à perdre. Donc valorisons nos terres, s'il vous plaît. C'est très très important ce cri-là. Okay. Tous les Congolais doivent s'approprier, tous les Africains comme on l'a dit, ça devient mondial, ce n'est plus notre bébé comme on dit, c'est bébé mondial. Mais nous qui avons commencé, nous devons montrer aux yeux de tout le monde que nous avons l'amour par rapport à cette initiative que nous devons porter, quel que soit, qui est sans frontières aujourd'hui. Merci beaucoup Arsène Rigobert Ngelele. Voilà, la chute, c'est avec maître Brice Séverin Pongui. Voilà, expert environnementaliste, 10 ans d'afforestation mondiale, initiative écologique. Denis Sassou Nguesso au profit de l'humanité. Quel ressenti et quel est le mot de fin, puisque c'est avec vous que nous allons clore finalement, mettre point final à cet entretien. Oui, effectivement, comme l'ont dit M. l'expert Bouzanga, M. Arsène, nous sommes en guerre, une guerre contre le changement climatique, une guerre contre le dérèglement climatique. Et ce sont des armes, comme on dit, à destruction massive. Et l'un des moyens pour faire face à ces armes, c'est effectivement l'afforestation, c'est le reboisement. Et l'auteur fait bien de montrer l'exemple traduit ici par l'action du premier citoyen congolais, une forme d'invite à l'éco-citoyenneté, puisqu'il y revient de plus en plus dans ses ouvrages, où il parle de l'éco-citoyenneté des citoyens du monde, mais aussi des citoyens congolais. Et l'image est parfaite, hein, l'image qui illustre la couverture de cet ouvrage est parfaite. On montre comment le premier citoyen s'accroupit et est en train de planter un arbre, et cela représente pour chacun de nous un devoir citoyen, le devoir d'accompagner le chef de l'État par des actes concrets, parce que quand on est en guerre, on ne s'amuse pas, il faut vraiment éviter tout ce qui est action mitigée, mais en tout cas, il faut vite passer à l'action. Et je crois que pour le cas du Congo, l'action c'est le reboisement, l'action c'est en fait toutes les mesures
qui sont proposés dans cet ouvrage et qui pourraient aider la planète, mais nous aider nous-mêmes d'abord, parce que s'il y a conséquence des changements climatiques ou des changements climatiques, c'est d'abord nous qui les subissons. Et donc nous devons d'abord travailler pour nous-mêmes, et les autres ne feraient que bénéficier de ce que nous faisons comme effort pour lutter contre le changement climatique. Merci beaucoup, donc, Maître Brice Séverin Pongui. Je rappelle que vous êtes expert environnementaliste. L'expert Muzanga, un mot de fin? Le mot de fin, c'est juste encourager le docteur Innocent Peya qui a fait ses ouvrages. Et je suggère qu'il mette en place autour de lui un panel d'experts pour faire ce que nous avons commencé à faire aujourd'hui. Et dans ce panel d'experts, mettre un accent sur la jeunesse. Merci beaucoup. Arsène Rigobert. Merci beaucoup d'abord pour votre très bonne initiative. Merci. Et je voulais nous rappeler seulement que il y a le lien entre le climat et l'artisanat. On a 243 métiers de l'artisanat. Et vous savez que le Congo, cette année, on est parti du CODEPA, qui est devenu maintenant l'organisation pour la promotion et le développement de l'artisanat d'Afrique. À la tête, c'est notre ministre en charge de l'artisanat. Au côté changement climatique, le secrétariat exécutif que nous abritons et radio et télé, c'est notre ministre aussi, en charge de l'environnement. Côté la CIA, c'est notre ministre en charge de l'économie forestière. Alors vous voyez que les trois DEM portent le défi mondial et africain. Comment nous allons faire? Toutes les parties prenantes doivent s'approprier et appuyer leurs actions parce que c'est le Congo qu'on est en train de mettre devant les faits accomplis. Les initiatives sont parties ici, mais nous devons les traduire dans les faits. Les gens ont besoin de voir, comme nous sommes en train de voir. La chose existe deux fois dans la pensée et dans l'action. Donc les médias doivent toujours les accompagner. Et comme on dit, où est la jeunesse? Une nation qui tranche avec sa jeunesse, tranche avec son avenir, disait Père son âme, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan. Mais on a décrété 2024 l'année de la jeunesse. Donc la jeunesse va s'approprier. Et les adolescents aussi sont dans cette catégorie. Voilà, il faut dire que toutes les tranches d'âge sont concernées par cette question de l'élément terre. Merci beaucoup donc l'expert Muzanga, l'expert Arsène Séverin Guélélé et Maître Brice Séverin Pongui pour vos contributions, pour vos observations et surtout pour le partage autour de cette grande production du docteur Michel Innocent Peya. Il faut dire une production très prolixe qui est entièrement focalisée sur l'élémentaire, les changements climatiques aujourd'hui, tout ce qu'il y a, toutes les urgences qui, n'est-ce pas, qui gravitent autour de l'élémentaire. Et donc c'est quelque chose qui nous interpelle tous, surtout, n'est-ce pas, au lendemain des conclusions que nous avons de Bakou, Azerbaïdjan. Nous pensons que c'est des choses qu'il fallait en partager. Amis culturels, merci de votre attention. Nous disons merci et nous prenons date pour samedi prochain, 14h30. À très bientôt. Merci. Merci.